Radio J. Médiasphère, Emmanuel Aumonier. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bonsoir également Eric Sadin, puisque vous êtes notre invité ce soir pour parler des conséquences des écrans sur nos vies et puis sur nos vies futures, sur le devenir de l'humanité. Vous avez publié La vie spectrale aux éditions Grasset. Alors le 9 janvier 2007, Steve Jobs présentait une innovation qui allait tout changer, l'iPhone. Vous dites que cet événement va nous faire basculer totalement dans une nouvelle ère. Laquelle, et est-ce qu'on va en sortir un jour ? Cette ère, c'est les prémices, ou l'inauguration, je dirais, premier moment de l'intelligence artificielle qui s'immisce dans toutes nos existences. Parce que l'iPhone, ce qui le caractérisait, c'est que c'était pas seulement que c'était un petit écran adapté au site, c'était pas seulement le fait de pouvoir bénéficier d'une connexion spatio-temporelle théoriquement ininterrompue ou que l'on aille, je veux dire une connexion Internet, c'était surtout la géolocalisation, c'est-à-dire chaque corps localisé, et les applications. Et les applications, c'était le fait d'interpréter les comportements et de nous suggérer continuellement. Je vous donne le meilleur exemple ou le plus emblématique, c'est l'application Waze que tout le monde utilise, qui interprète l'état du trafic et qui conseille, qui suggère d'emprunter tel itinéraire plutôt que tel autre. Et ça, c'est le début de ce que j'ai appelé dans mon jargon, mais je pense qu'on on comprend, c'est le début de l'accompagnement algorithmique de la vie, c'est-à-dire nos vies sont de plus en plus influencées, modifiées, les voies sont dégagées, le moindre effort, un surcroît supposé de facilitation, de confort, par des systèmes qui nous interprètent et qui nous suggèrent d'agir de telle manière plutôt que de telle autre. Et ça, c'est indissociable de l'extrême sophistication qu'a connue l'intelligence artificielle à la fin des années 2000. Alors, ce que vous dites aussi, c'est que l'iPhone, il a une particularité, c'est le prolongement de notre corps. Alors pourtant on pourrait vous rétorquer qu'on peut utiliser son smartphone de manière épisodique, qu'il est remplaçable. On va sans doute avoir des dizaines de smartphones au cours de notre existence. On peut aussi peut-être arriver à le restreindre à un usage bien précis. Pour vous, c'est impossible. Tout ça, c'est une chimère ? Non, je ne dis pas que c'est... Au contraire, je ne dis pas que c'est un prolongement. Je dis que c'est le lieu, notre main, au contact du smartphone, le lieu du cœur du techno-capitalisme, de la dimension majoritaire du capitalisme contemporain, c'est-à-dire chaque individu contre les mains contre le smartphone, c'est le lieu c'est le lieu de l'addiction aussi, selon vous. C'est surtout le lieu des échanges économiques, des transactions, de rapports entre l'industrie numérique et chaque individu, et le fait que nos rapports au réel, aux autres, et aussi la compréhension de certaines dimensions de soi, par exemple des applications de yoga ou de bien-être, sont de plus en plus interférées via les écrans et via le smartphone en particulier. Il y a une confusion aussi qui vous déplaît plutôt, c'est celle entre les flux de la vie réelle et les flux de la vie virtuelle. On prend un exemple, vous prenez un exemple dans l'ouvrage, c'est les applications dont on parlait tout à l'heure, par exemple comme Teams, qui permettent de faire une réunion de travail, ce qui relève donc de la vie réelle, mais de manière virtuelle. Alors on pourrait trouver ça super, un gain de temps, mais vous dites que c'est dangereux. Pourquoi ? Je ne dis pas les choses exactement comme ça. D'abord, je n'utilise pas virtuel dans ce sens-là du tout. Je dis que c'est à distance, en ligne, et que... on parle de plus en plus des écrans, de l'addiction. Moi, je pense qu'on se trompe, qu'on ne saisit pas le fait que c'est très rare dans l'histoire de l'humanité qu'un objet finit par se transformer en une condition. C'est très rare. C'est-à-dire qu'un objet, l'écran, sur l'écran d'ordinateur qui est apparu auprès des individus, surtout massivement à partir de la fin des années 80 au début des années 90, au fur et à mesure, par l'Internet, par le smartphone, est devenu pas seulement un objet, mais c'est devenu une condition. On peut appeler ça une condition pixelisée. C'est-à-dire ce que je disais à l'instant, que nos rapports
au réel, aux autres, à nous-mêmes, aux phénomènes du monde, sont de plus en plus et quasi majoritairement, pas quasi, majoritairement, pas quasi intégralement, on n'y est pas encore, interférés via les écrans. Alors moi, il n'y a pas du tout de morale dans ça. Hein. Moi, je fais pas de jugement de moraux. Je vois qu'il y a une industrie qui ne cesse de soutenir cette dynamique-là et des individus qui se laissent aller à des modes d'existence où des systèmes leur suggèrent continuellement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont partisans du moindre effort ? Parce que ce n'est pas rien de... Parce que ça simplifie la vie, tout simplement. Ça On croit que ça la simplifie. Oui, mais ce n'est pas rien de déléguer nos décisions à des systèmes qui nous suggèrent d'agir de telle manière. Mais on ne s'en rend pas compte, ça se fait de manière graduelle. Voilà, ce n'est pas rien de mettre à distance nos rapports sensibles au réel et aux autres. Hein. Il suffit de voir les personnes dans la rue ou dans le métro ou même parfois dans des dîners en famille. Il y a ce sont aussi les rapports sensibles qui sont amoindris par l'utilisation ad nauseam ou continue des écrans. Et puis ce n'est pas rien d'adosser son existence continuellement, individuellement et collectivement à des entreprises privées. C'est ça notre horizon, c'est-à-dire que continuellement, on a beau dénoncer le capitalisme, les ravages du réchauffement climatique, toute cette dynamique-là participe notamment, entre autres, d'une gigantesque consommation énergétique et surtout crée des phénomènes de dépendance à des industries et à des instances qui nous déprennent. Voilà, d'un rapport. Alors, il y a les industries. Vu la mesure que ça prend, d'un rapport pleinement sensible et actif aux autres et au réel. Alors, ces industries, elles produisent des technologies tous les ans ou presque pour. Continuellement. Continuellement. En tout cas, c'est leur raison d'être. C'est ça. Et la dernière grande innovation, c'est ChatGPT, c'est le robot d'intelligence conversationnelle. C'est ça. Ce qui va créer peut-être une nouvelle dépendance. Alors, certains s'en réjouissent en disant qu'au contraire, ça va nous permettre de nous augmenter. Pour vous, vous le dites, ce terme, c'est une vaste fumisterie. Et vous dites que... votre problème, un de vos problèmes que j'ai du mal à comprendre, c'est vous dites, c'est une technologie... Moi, j'ai pas de problème, j'établis des diagnostics. Alors, un diagnostic, vous dites, c'est une technologie qui va nous modifier. Mais toutes les technologies nous modifient, non ? Non, j'ai pas dit ça, je dis pas ça. Ah si, vous dites que c'est une technologie qui va nous modifier. Toutes les technologies nous modifient depuis la nuit des temps. Non, je sais pas ce que je dis précisément. Le cœur de ce que je dis, c'est que... il y a eu la brusque sophistication des systèmes d'intelligence artificielle à partir de la fin des années 2000, dont on parle beaucoup, on ne cesse de parler sans qu'on comprenne exactement de quoi il s'agit. Moi, très tôt, je me suis efforcé de donner une définition de l'intelligence artificielle dans un livre qui est paru en 2018 qui s'appelle « L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle ». Alors, l'intelligence artificielle, je vais me permettre de vous donner une définition, sûr, parce qu'on souffre d'un manque de définition, ça crée de la confusion, et quand on va comprendre la définition, quand on va saisir ce qui se joue, on pourra un peu toucher du doigt, pour petite partie, l'étendue des conséquences civilisationnelles, et notamment politico-juridiques. L'intelligence artificielle, c'est un changement de statut des technologies numériques. C'est un nouvel embranchement dans l'histoire des technologies numériques qui ne sont plus seulement destinées, elles le sont encore, mais plus seulement destinées à leurs fonctions historiques. Et quelles sont-elles, ces fonctions historiques ? On parle de technique, hein, là, on est obligé de parler de technique. Hein. Avant d'être dans le ciel des idées, il faut savoir à quoi a-t-on affaire ? Les technologies numériques qui continuent, qui depuis des décennies étaient destinées à la collecte, au stockage, à l'indexation et à la manipulation automatisée et à diverses fins de l'information. C'est ça, la collecte, le stockage, l'indexation, on tape un mot, par exemple sur Google, voiture, on a quantité de corpus en rapport avec le mot-clé, et la manipulation à diverses fins de l'information individuelle et collective, hein, et de plus en plus à diverses fins, et cela continue. Depuis le mi-temps des années 2000, le milieu des années 2000, un autre embranchement des technologies numériques est apparu, ce qu'on appelle un système d'intelligence artificielle, même si ça remonte à avant. C'est-à-dire celle qui crée à notre place ? Non, alors, ce sont des systèmes d'expertise automatisée. C'est ça l'intelligence artificielle. C'est-à-dire des systèmes qui expertisent de plus en plus en temps réel des situations de tous ordres, qui nous révèlent des faits souvent
qui étaient jusque-là masqués à notre conscience. Alors vous allez dire c'est abstrait ce que je dis. Je vous redonne l'exemple de Waze. L'application rachetée par Google à une société israélienne. C'est-à-dire qu'avant, on regardait sur un plan, donc on développait une acuité, on savait mieux se situer dans l'espace. Cher Emmanuel, avant de savoir ce qu'on faisait avant, je vous dis ce que faisait Waze, ce que fait Waze. Waze, c'est des systèmes d'intelligence artificielle qui interprètent en temps réel l'état du trafic, en récoltant des monceaux de données qu'aucun humain ne pourrait récolter, et les traitent, expertise l'état du trafic, mais pas seulement, suggère d'emprunter tel itinéraire plutôt que tel autre. C'est ça le premier moment des systèmes de l'intelligence artificielle, des systèmes d'expertise et d'orientation de la vie humaine. Et ça, c'est à plusieurs niveaux. C'est pour ça que j'ai parlé de tournant injonctif de la technique, de la technologie. C'est-à-dire, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des systèmes, là, il faut l'entendre cela, des systèmes nous suggèrent d'agir, nous conseillent, nous prescrivent et parfois nous forcent, je vais vous donner un exemple, d'agir de telle manière plutôt que telle autre. C'est ça, c'est cette expertise et pouvoir de recommandation. Quand je disais, ouais, ça nous suggère, ok, on fait à peu près ce qu'on veut, de prenez tel itinéraire, mais quand je dis nous force, les entrepôts logistiques, par exemple, d'Amazon, il n'y a que des systèmes d'intelligence artificielle, des capteurs, qui expertisent, je termine cela, si vous voulez bien, qu'on comprenne, qui expertisent en temps réel la localisation des manutentionnaires et qui reçoivent des signaux audio ou sur leur tablette et qui leur enjoignent d'aller rechercher tel article dans telle palette pour les remettre à telle cadence dans tel endroit. Là, c'est de l'expertise automatisée et c'est des signaux qui enjoignent d'agir sans qu'on puisse on ait la moindre marge de liberté. Donc, c'est cela l'intelligence artificielle. C'est ce que j'appelle pour cela la dimension cognitive et organisationnelle de l'intelligence artificielle, avec les deux grandes conséquences qui sont, et d'une, entretenir un lien individualisé, personnalisé, continu entre l'industrie numérique et chaque individu à l'échelle de la planète. Donc, c'est ce que j'appelle, ça entraîne, première conséquence, une marchandisation, ce que j'appelle une marchandisation intégrale de la vie. Et la deuxième grande conséquence, c'est une organisation hyper optimisée, comme ce que je viens de dire, par exemple, d'Amazon, qui se voudrait sans défaut de la société. Ça, c'est le tournant, la dimension cognitive et organisationnelle de l'intelligence artificielle. Sauf que depuis 1 an et demi, pour compliquer les choses, la vitesse des développements ininterrompue, nous entrons dans un autre moment de l'intelligence artificielle qui ne se substitue pas à celui que je viens de décrire, c'est le tournant intellectuel et créatif. Et ça, c'est les IA génératives, c'est-à-dire qui ne font plus seulement que interpréter et envoyer des signaux, mais qui produisent des symboles. Par exemple, de la musique ou des textes. Ou du texte. Alors, il y a plusieurs questions, effectivement, que pose l'usage des technologies. Vous venez de répondre à la première. Est-ce que ça nous rend plus efficaces? Est-ce que ça crée de la valeur économiquement? Sans doute oui, puisque c'est le techno-capitalisme que vous dénoncez. De ce point de vue-là, on peut dire que oui, sans doute, ça crée de la valeur. Un certain type de valeur, et surtout pour des grands groupes, on va dire. Mais la deuxième question, c'est effectivement quel type de valeur, vers quel type de croissance on va. Et on pourrait en rajouter aussi une troisième, et c'est aussi l'objet de votre livre, c'est vers quel type d'être humain on va. Est-ce que cet être humain augmenté, quand on vous lit, c'est un être humain diminué plutôt. Oui, ou en tous les cas, on va dire un être humain, une condition, j'ai parlé d'intelligence artificielle cognitive et organisationnelle. Qui perd sa mobilité, en tout cas. En tout cas, qui est de plus en plus, nous sommes appelés à être de plus en plus orientés par des systèmes qui nous disent les choses, qui nous disent la vérité. On n'a pas le temps là, mais dans mon livre de 2018, je dis que l'intelligence artificielle, c'est une instance à nous énoncer la vérité, c'est-à-dire du haut de son omniscience. Donc on ne fait pas le travail de recherche préalable. Oui, mais c'est surtout que la vérité, vous savez, a toujours une valeur performative. Par exemple, la vérité qui est dans les parents qui disent à leur enfant, il est 21h, il est l'heure d'aller se coucher, ça a valeur de vérité et ça a une valeur performative, c'est-à-dire on agit en fonction. Ou la vérité religieuse, par exemple, qui énonce des dogmes, mais pour celles et ceux qui veulent s'y conformer,
eh bien, il y a des dogmes, par exemple des règles alimentaires, et donc il faut agir en fonction. La vérité a toujours une dimension performative, au contraire de l'exactitude, c'est juste factuel. Et donc, les systèmes d'intelligence artificielle sont des instances à nous énoncer la vérité, c'est-à-dire du haut de leur omniscience, de dire, c'est ça qu'il faut faire, c'est le bon geste. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, qu'est-ce que ça suppose? Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne des gigantesques conséquences politico-juridiques, c'est-à-dire c'est l'autonomie de jugement humain qui est appelée à être de plus en plus éradiquée au profit de systèmes qui charrient des intérêts privés ou qui charrient une vision du monde dénuée du moindre défaut et qui orientent nos gestes en vue de répondre à ces visées-là. Et notre système politique également, du coup, pour vous, c'est le corollaire? Bien sûr, il se joue le fait que nous vivons le moment d'une automatisation sans cesse croissante des affaires humaines. C'est-à-dire de plus en plus des systèmes vont gérer des pans toujours plus divers de nos existences. On a parlé d'orientation. Et ça, il n'y a rien à faire contre, on est d'accord. Il y a beaucoup à faire. Ah non, il y a beaucoup à faire contre. Si vous voulez, on en reparlera dans quelques instants. Mais vous me disiez à quel être humain nous devenons ou qui pointe. Il y a aussi le fait d'aller vers un renoncement de nos facultés les plus fondamentales. Pourquoi je dis cela? Parce que les IA génératives et ChatGPT, vous vous souvenez en novembre 2022, quand ChatGPT, dans sa version 3,5, a été mise en ligne à l'attention de tous, qu'ont dit des foules? ChatGPT, donc, qui sur simple instruction, ce qu'on appelle des prompts, bien sûr, produisent du langage. Sauf que c'est pas du langage. Je vais m'expliquer. Ça, c'est très, 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 très important. Si vous voulez bien me laisser quelques secondes pour expliquer ça. C'est très important. C'est capital. Et je l'ai expliqué ça, je l'ai exposé, je l'ai analysé dès une tribune qui est parue dans Le Monde en janvier 2023 parce que j'ai vu cela et c'est capital et on ne le voit pas suffisamment. Vous dites que le langage s'adapte à l'individu en permanence? Non, il ne s'adapte pas. Alors, je veux m'expliquer, Emmanuel, excusez-moi. Vous avez remarqué qu'en décembre 2022, quand c'est apparu, et puis les mois qui ont suivi, des foules ont dit c'est bluffant. Et c'était bluffant. C'est incroyable de voir des systèmes. Quand même, on est dans un moment de l'histoire de la technologie, du technologos, il y a du logos, du langage. Des systèmes sont capables de produire ce qui nous constitue le plus en propre quand même. C'est-à-dire même le règne animal ne produit pas du langage tel que nous l'entendons. Il y a des signes symboliques partagés, classifiés. Voilà, c'est la seule race à faire cela. Donc cette spécificité absolue des systèmes, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en 2022, c'était il y a un an et demi, sont capables de cette disposition, de cette capacité, de cette faculté, je dirais même, de ce génie unique. Alors pourquoi c'est pas du langage? Et qu'on dit, aussi les mêmes foules, on dit, ça s'apparente, c'est bluffant, mais il faudrait encore des développements, des progrès, disent-ils. Moi je dis des développements, de la sophistication pour que ça s'apparente à du langage, que ça s'apparente parfaitement à du langage humain. Mais c'est là où elle est notre erreur. Parce que il faut aller voir comment ça fonctionne. Et vous allez voir où ça va nous mener, ce que je vais vous dire là. Comment ça fonctionne? Eh bien, ce sont des systèmes qui ingurgitent, avec une volonté totalisante, tous les corpus existants, ou sur Internet, ou sur des bases de données, avec l'idée de tout intégrer. En vue de quoi? En vue de les soumettre à des schémas logiques, à des analyses statistiques, à des équations mathématiques, en vue d'en tirer des lois du langage, et surtout qu'ils les soumettent avec ces traitements, traitements mathématiques extrêmement sophistiqués, avec des codes, qui sont soumis à des équations probabilistes. Alors vous savez que par exemple, quand sur WhatsApp, on dit « je viens te voir le système suppose dire ce soir, parce que c'est l'occurrence la plus probable. Donc ça, c'est probabiliste. Tout ce que je viens de décrire là, mon cher Emmanuel, tout ce que je viens de décrire, c'est à l'opposé même dont nous, êtres humains, utilisons, j'ai presque envie de dire, jouons, manipulons avec le langage. Pourquoi? Parce que la langue, c'est le lieu du commun. C'est un legs historique, c'est des corpus de textes historiques et contemporains, et ce sont des règles, un apprentissage que nous faisons, c'est-à-dire que l'humain apprend avec des processus lents, et on appelle ça
une culture, on appelle ça une façon de se réapproprier le langage, de parler en première personne. Mais vous savez, le mot que je vais dire là, dans une seconde, le mot que je vais dire, je ne sais pas lequel c'est, n'est-ce pas ? On ne sait jamais le mot qu'on va dire. Et qu'est-ce que ça témoigne, ça ? Ça témoigne que la façon dont nous utilisons le langage, qui est le lieu... On fait attention à notre environnement, ça. C'est le lieu de la tension entre le commun et la singularité absolue qui est constituée par chacun d'entre nous. Le mot que je vais dire, il ne s'inscrit pas dans une dimension probabiliste, mais une dimension indéterministe. Et ça, c'est le lieu de la liberté humaine. C'est le fait qu'il y a création continuelle de chacun d'entre nous avec le legs commun. Et pourquoi je dis ça ? Parce que cette langue-là, dont on nous dit « Ah, c'est cool, ChatGPT, c'est super », mais c'est pas du langage. Ça a l'air d'être du langage. C'est un langage mathématisé, standardisé, qui entouré par la mort. J'ai presque envie de dire d'un point de vue familier, parce que je dois le dire comme ça, qui pue la mort, qui est nécrosé, duquel dévitalisé de la puissance créative dont je viens de parler. Et cela, ce régime de langage, il risque de devenir, dans notre horizon symbolique, de plus en plus majoritaire, mais plus encore. Il risque de devenir des usages banalisés dans nos existences. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser les facultés qui nous constituent le plus en propre, produire du langage quand même, eh bien nous allons aussi maintenant déléguer cela. C'est-à-dire plus seulement nous dire quel itinéraire je vais prendre, mais déléguer du langage. Et vous savez, déléguer la production du langage. Écris-moi une lettre. Fais-moi tel texte, fais-moi telle liste de courses. Alors on va dire c'est pratique. Oui, alors vous êtes on va dire c'est pratique, très déprimé par le fait non, je suis pas déprimé, moi. Qu'il n'y ait plus de lettres et aussi par le fait qu'il y ait un abandon du message vocal. C'est vrai. Alors maintenant on prend plus la peine d'attendre qu'il y ait 5 ou 6 sonneries et puis qu'après il y ait le répondeur qui se mette et vous êtes bien sur le répondeur d'Emmanuel Aumonier, etc. On n'a plus le temps. Oui. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Ou on envoie un SMS, ou on n'envoie rien, ou on envoie un vocal. Oui. Et ça, pour vous, c'est encore de la désincarnation à cause de la technologie. Oui, mais c'est pas le cœur. Oui, j'évoque cela un moment dans mon livre, La vie spectrale, mais c'est pas le cœur de ce que je voulais dire là concernant les IA génératives. Le cœur des IA génératives, relativement à ce que nous avons dit, ce type de langage, le fait que nous déléguons à des systèmes le soin de produire du texte. Voit-on ce qui vient au-delà de notre utilitarisme, de dire c'est cool, ChatGPT ? Parce que l'utilitarisme qui est à l'œuvre depuis un siècle dans nos sociétés, il a tellement essaimé, il est tellement devenu la norme, qu'il est venu à infiltrer nos cervelles, devenus assez malades quand même, pour ne pas voir les conséquences civilisationnelles, en disant c'est cool, ces systèmes qui font les textes. Mais c'est quoi les conséquences civilisationnelles ? Ben moi je vous l'ai dit, c'est dans 2-3 ans. Est-ce que voit-on les enfants qui vont nous dire « Mais pourquoi je vais à l'école, moi ? Pourquoi je vais à l'école si sur un système, sur une simple prompte, sur une simple instruction, va me produire du texte ? Pourquoi j'apprends la grammaire ? Pourquoi j'apprends la dictée, les règles de l'orthographe ? Et vous pensez qu'on peut pas apprendre, que l'apprentissage sera moins bon via, par exemple, ChatGPT ? C'est pas que l'apprentissage sera moins bon. Je dis pas ça. Il faut être très précis sur ça. Je dis que notre élan vers ce que suppose l'apprentissage, c'est-à-dire le fait de chaque individu apprendre le legs commun. C'est qu'il n'y a pas d'échange, Non, c'est pas une affaire d'échange. La façon c'est-à-dire que c'est homme-machine au lieu d'être homme-homme, quoi. C'est surtout que nous renonçons à ce que nous allons renoncer à ce que supposent 2 choses. L'apprentissage du langage, avec tout ce que ça suppose, l'ouverture vers des règles, vers le fait de composer singulièrement des formules, des phrases, mais aussi de lire des textes qui nous apprennent des choses, qui nous font découvrir des dimensions d'existence et qui nous apprennent aussi des façons d'utiliser le langage. Cela, nous allons de plus en plus nous dessaisir de cela. Il y a autre chose, vous parlez d'évolution civilisationnelle, mais il y a même une évolution anthropologique ou je sais pas. Oui, anthropologique, comment bien sûr. Et alors ça, c'est assez intéressant. Vous dites que la pratique quasi permanente de l'écran pourrait contribuer à développer le sens de la vue au détriment de l'ouïe. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un sens où notre corps s'adapte à une pratique et on pourrait, d'ici, alors je ne sais pas combien de temps, mais voir nos sens et nos capacités évoluer du fait de cette vie spectrale. Oui. C'est là encore, je décris ça de près, mais excusez-moi, je voudrais revenir à mon dada d'IA générative parce que c'est capital là, ce qui se joue, et on ne le voit pas.
parce que nous avons parlé de texte, vous m'aviez parlé de ce qui se joue avec cela. Il y a aussi le fait que les systèmes vont nous parler. Hein. Vous savez, avec par exemple les moteurs de recherche de Google ou de Amazon, Bard et Bing, ils rédigent du texte, mais pour nous dire quoi faire. Hein. D'ailleurs, Sam Altman, le cofondateur d'OpenAI, il nous oriente. Il a dit il y a quelques mois, lors du premier anniversaire de la mise en ligne de ChatGPT, donc le 30 novembre 2023, un an plus tard, il a dit ce qu'on a vécu l'année dernière, au cours de l'année, c'est rien par rapport à ce qui vient. L'avenir, c'est chacun d'avoir des super assistants. Qu'est-ce que ça veut dire, des super assistants qui vont continuellement tout nous dire? C'est-à-dire, par exemple, je veux une maison, j'ai plus besoin d'architecte, c'est fini ça. Vous savez, la socialité, des gens qui se forment, qui apprennent les règles de l'architecture. Mais non, je pose la question à l'IA générative qui me fait ma maison, fais-moi ma recette de cuisine, j'emménage, fais-moi mon aménagement. C'est fini les architectes d'intérieur. C'est pareil avec les médecins, je souffre un peu, je toussote, je vais aller chez le médecin en toute dernière ligne. Pareil avec tous les pans de la vie. Donc c'est aussi cela. On aura une vie qui sera la vie réelle sera la vie virtuelle avec les avatars. Je ne parle pas des virtuels, moi. Je parle du fait que de plus en plus, nous allons adosser nos existences à des systèmes qui vont nous dire continuellement le vrai. Mais il n'y a pas que ça. Parce que les IA génératives, c'est pas que de la production de texte, dont on a vu à quel point c'est à la fois un langage nécrosé, systématisé, mathématisé, mais aussi un langage qui nous oriente. Et qui est dénoncé par les personnes que vous citez. Par exemple, Sam Altman et d'autres critiquent aussi également l'intelligence artificielle. Alors, si vous voulez, on parle de ça tout à l'heure, parce que là, c'est dans le tragico-comique. On n'a plus beaucoup de temps. Mais dans le tragico-comique, c'est extraordinaire. Non, moi, je veux parler des images. Ça, c'est d'une gravité extrême. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les prompts, moi, ce que j'appelle le promptisme généralisé, bientôt pour tous les champs de la vie. Alors, on prompt, il faut rappeler, c'est des instructions. C'est une commande écrite envoyée à une intelligence artificielle. Ou orale, à des systèmes d'intelligence artificielle qui produisent des symboles. C'est ça. C'est le moment, ce que j'appelle le tournant intellectuel et créatif. Il faut voir d'ailleurs dans cette formule l'ouragan sur tous les métiers qui sont de service aujourd'hui. La grande majorité, c'est des métiers de service, n'est-ce pas? Qui mobilisent quoi? Alors, je veux juste terminer sur ça, Emmanuel, qui mobilise nos facultés intellectuelles et créatives, les métiers de service. Et vous vous rendez compte que les systèmes d'IA générative qui sont censés faire plus rapidement, prétendument mieux que nous et à moindre coût, ces mêmes opérations intellectuelles et créatives, voyez-vous, l'ouragan qui est à l'œuvre. Mais ça, on ne veut pas le voir. Mais je reviens à mes images, parce que ça, et ce que je viens de dire, c'est d'une gravité extrême. Alors, rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Les images, sur un simple prompt, je produis une image. C'est-à-dire que la société, elle n'est pas déjà suffisamment frappée par la psychiatrisation, la surdité des rapports entre toutes les composantes sociales, la crispation des rapports. Je vais pouvoir, par exemple, sur un simple prompt, comme on a vu au printemps dernier, le pape François avec une doudoune, ou Emmanuel Macron admonesté dans... C'est mal fait quand même, d'ailleurs. Oui, non, mais en 2023, ça va tellement... La sophistication, ce qui caractérise les systèmes d'intelligence artificielle, c'est que ce ne sont pas des technologies stables, mais en sophistication sans cesse croissante. Donc 2023, c'est pas 2024, c'est pas 2025. Donc je vais pouvoir, par exemple, je vous donne un exemple qui est très éloquent pour nos auditeurs. Par exemple, j'ai un différend avec mon voisin. Sur un simple prompt, je vais dire... Produis-moi une image de mon voisin, Robert, je dis n'importe quoi, qui frappe ma voisine. Et hop, je balance ça. Et ça, c'est ce qui va entraîner ce que j'appelle le régime... Mais il y aura des systèmes pour authentifier. Non, oui, enfin, sur ça, on n'y est pas du tout. Ça va surtout entraîner... Vous avez peut-être vu la vidéo de Biden il y a 2 semaines, l'affaire de la vidéo du deepfake, qui a dit à ses électeurs, cette vidéo, donc c'est pas lui qui l'a dit, pour les primaires dans le New Hampshire, qui a dit n'allez pas voter, il faut vous concentrer sur la Floride, ce qui n'a aucun sens, ou Taylor Swift, vous avez vu les vidéos, mais qu'est-ce que ça suppose, ça? Ça suppose que bientôt, ce régime de l'image, que j'appelle le régime de l'indistinction généralisée, c'est-à-dire on ne saura pas quelle est la nature et l'origine d'une image, va devenir généralisé. Et ça, c'est extrêmement grave dans une société et en démocratie. Parce que la société, c'est pas seulement des principes communs. Ce sont aussi des référents communs. Faute de quoi on ne se comprend plus. Et chacun ne voit plus que midi à sa porte. Non seulement ne voit plus que midi à sa porte, mais est enclin à se jouer des autres. Et ça, c'est d'une gravité extrême. Et que dit le législateur ? Que dit le législateur? Tellement la régulation est, excusez-moi d'être un peu familier, est tellement hors sol. Parce que c'est pas la régulation qui va nous sauver de ce désert de nous-mêmes, de ce que j'appelle le devenir de légumes de l'humanité. Que dit le législateur? Il dit, ne vous inquiétez pas,
on va rémunérer les ayants droit, c'est-à-dire parce que ces systèmes vont piller des corpus textuels ou des images, s'entraînent entre guillemets, quelques secondes, on n'a plus que quelques secondes, et sont capables de ces facultés-là. Et on dit, on va rémunérer les ayants droit. Vous vous rendez compte à quel point on rate le cœur de ce qui se passe. C'est-à-dire le cœur de ce qui se passe, c'est une intensification de la psychiatrisation de la société, c'est un renoncement à nos facultés les plus fondamentales, nous et plus encore nos enfants, et c'est le fait que des systèmes de plus en plus orientent les affaires humaines. Et cela, moi, ce n'est pas un monde auquel j'adhère. Je ne compte pas sur le régulateur, mais je crois que c'est, notamment pour ce qui est du travail, aux fédérations de se mobiliser. Regardez les scénaristes, l'exemple qu'ils nous ont donné au printemps dernier, ils se sont mobilisés, ils ont eu gain de cause. Et je crois que la gravité qui est à l'œuvre actuellement, nous ne la saisissons pas actuellement. Et c'est à chacun de nous, à toutes les échelles de la société, d'essayer de tenter au mieux de voir ce qui se joue, mais aussi de nous mobiliser. Et ben, si vous voulez poursuivre la réflexion, je vous invite à vous procurer La Vie spectrale qui est parue aux éditions Grasset. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. À bientôt. Merci.